Bonjour tout le monde, ici Marianne, animatrice fidèle au poste, et je suis avec ma collègue Marie-Lou Paquette. Donc aujourd'hui, nous recevons Nancy Guillemette, qui est députée du comté Roberval. Nancy a déjà été conseillère municipale de la ville de Roberval et de la MRC Domaine-du-Roi. Elle a été aussi beaucoup dans les communications de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, une membre fondatrice du regroupement intersectionnel sur les réalités masculines au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vice-présidente de la table régionale des organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, présidente de la Corporation de développement communautaire du Domaine-du-Roi, vice-présidente et directrice générale de la santé mentale Québec, Lac-Saint-Jean, de 2008 à 2018, ainsi que députée dans la circonscription Roberval en 2018 et réélue en 2022. Bienvenue, Madame Nancy. Merci d'avoir accepté, en fait. C'est très gentil. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Premièrement, notre invitation nous est vraiment venue là, après avoir reçu, dans le fond, le projet qui porte sur l'égalité entre les sexes là, du gouvernement fédéral. On s'est dit que ça serait vraiment intéressant d'avoir là, une femme au pouvoir, là, qui est vraiment dans un domaine là, qui est généralement à prédominance masculine. C'est la politique. On sait qu'ici, au Parlement d'Ottawa, il y a 69,4 % des postes qui sont occupés par les hommes pour 232 chaises, alors qu'il y a seulement 102 chaises pour 30,6 % de femmes au Parlement d'Ottawa. Même chose au Québec. Dans le fond, les femmes sont vraiment en minorité pour un pourcentage de 33,7 %, donc pour 29 chaises. Par contre, on sait qu'il y a une amélioration par rapport aux années 1940 à 1976, pendant lesquelles il y avait moins de 1 % du corps parlementaire qui était occupé par des femmes, alors que les femmes représentaient plus de la moitié là, vraiment de la population québécoise. Donc, on est quand même reconnaissante de cette amélioration-là. Par contre, on sait que la prédominance masculine demeure. Là. Oui, on a fait du chemin, mais évidemment, on a encore beaucoup de chemin à faire. Mm-hmm. Nous, si je parle à la CAQ, on a quand même augmenté là, de beaucoup la parité homme-femme. Mm-hmm. On est dans la zone paritaire entre 40 et 60 %. Donc, on travaille là-dessus fort, mm-hmm. Mais effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire pour les femmes en politique, mais aussi les femmes entrepreneurs mm-hmm. à différents d'autres niveaux également. Là. On a beaucoup de chemin à accomplir encore. Bien, totalement. Puis c'est comme on parlait là, aussi dans le dernier épisode, là, comme quoi que on souhaite pas nécessairement le 50-50 absolu, qu'on veut seulement que la visibilité des femmes soit démontrée puis qu'il y ait une égalité des chances là, pour accéder à ces milieux-là. Donc, puisque tu es invité aujourd'hui au podcast Fidèle au poste, on va vraiment y aller dans la même question qu'on va poser à tous nos invités puis qu'on a aussi posé à la population lorsqu'on a lancé le podcast. Donc, est-ce que tu te considères comme étant féministe? Tout à fait. Tout à fait. Bonne réponse. Bien, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, là, on gagne à avoir plus de femmes dans nos institutions, mm-hmm. à des postes de direction, à plusieurs niveaux, là, à tous les niveaux, en fait. On gagne à avoir des femmes dans ces postes-là. Puis, ça reste de la main-d'œuvre aussi. Pourquoi se priver d'une main-d'œuvre parce qu'elle est exclusivement féminine? Mm-hmm. Tu sais, pour compétences égales, pourquoi ne pas donner la chance, tu sais? Bien, tout à fait. Puis, on a une manière de diriger qui est différente. D'après mes observations, là, c'est rien de scientifique, mais d'après mes observations, je vois que la femme est plus vers le consensus, plus vers le travail d'équipe. Puis, je le constate là, régulièrement dans mes équipes de travail. OK. Mm-hmm. C'est le fun de l'entendre. On n'était pas complètement dans le champ quand on a voulu monter cet épisode-là. Donc, dans le fond, là, on va continuer là, avec quelques questions qu'on a ciblées, mais si jamais il y a d'autres sujets que tu aimerais aborder ou peu importe, n'hésite pas. Là. Donc, quelles étaient tes motivations à devenir une femme en politique? Bien, en fait, ça s'est fait graduellement par mes différentes implications. Puis, politique municipale, assis autour de la table de la MRC, j'ai pris une pause politique, puis on est venu me chercher, en fait, pour faire de la politique au niveau provincial. Mes implications à ce moment-là, au niveau provincial, c'était d'aller faire connaître les organismes communautaires, parce que de ce que j'avais vécu chez Santé mentale Québec, Lac-Saint-Jean, c'était difficile, les discussions avec le gouvernement. Puis moi, je voulais faire changer ça. Je voulais que les organismes communautaires soient plus valorisés, mieux financés, mieux écoutés.
qui soient vus, en fait, comme des vrais partenaires des différents réseaux qu'on a. Il y avait la cause des aînés aussi qui me touchait particulièrement. Donc, je me suis dit, je regardais aller ça, puis là, je me disais, en politique, c'est beaucoup des hommes, beaucoup des entrepreneurs, beaucoup des avocats, des notaires. Et là, je me disais, je pense qu'on doit donner un coup de barre au niveau des organismes communautaires, puis c'est vraiment ce qui a été ma motivation de base. Parfait. Puis c'est une belle représentation aussi. On se sent écouté puis on se sent valorisé, là. Parce que ça reste qu'on est quand même des... Nous, on a seulement la violence conjugale comme mission. Fait que ça reste qu'on est un peu expert dans notre domaine, là. Une personne qui travaille au CIUS, par exemple, là, fait de tout. Tandis que nous, on fait que de la violence, que de la sensibilisation, que de travailler là-dedans. Fait que c'est plus... c'est sûr que c'est plus facile, tu sais. Oui. Puis nos organismes communautaires, ils ont une richesse... ça fait plusieurs années, mais on a une qualité d'employé. On ne peut pas dire que c'est du cheap labor, là. On a vraiment une qualité d'employé, puis il faut... moi, je pense qu'il fallait utiliser mieux ces ressources-là, avoir des vrais partenariats. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis moi, je suis vraiment très fière là, en 4 ans, là, les organismes communautaires sont vraiment bien financés maintenant. Il y a des partenariats qui se sont développés au niveau des CIS, des CIUS, au niveau des centres de services scolaires, à différents autres niveaux aussi, parce que des organismes communautaires, il y en a en environnement, il y en a dans un peu tous les domaines, là. Donc, il y a vraiment une belle collaboration maintenant. On a eu une écoute, puis je dis encore « on » parce que j'ai encore le sentiment de faire partie de l'équipe du communautaire. On a vraiment une belle écoute maintenant, puis je suis fière de ce qu'on a réussi à faire. Parfait. Merci. Puis juste que tu sois là aussi aujourd'hui, ça prouve que tu l'as vraiment à cœur, là, cette mission-là, là, de faire sortir les organismes communautaires de l'ombre un petit peu. Là, donc, merci beaucoup. Et je n'arrêterai toujours pas. Par contre, là aussi, il y a encore du travail à faire. Oui. Ben, merci. Donc, on va continuer avec la prochaine question. Là. Est-ce qu'en tant que femme en politique, tu as déjà ressenti là, que tu ne pourrais pas atteindre là, l'objectif que tu visais, justement, de te rendre en politique parce que tu étais femme? Est-ce que tu as déjà ressenti des obstacles? Je pense que c'est plus des barrières personnelles que je me mettais. Jamais on m'a fait sentir que parce que j'étais une femme, que je n'avais pas ma place. Mais c'était plus une barrière personnelle que je me mettais à dire, bon, les enfants, la famille, mon conjoint, ma mère. Tu sais, je me demande si les hommes, puis là, c'est vraiment une question, est-ce qu'ils se posent autant de questions que ça? Mais je me suis jamais fait dire que parce que j'étais une femme, j'étais pas à ma place, que j'allais pas... Ça, sûrement qu'il y a quelques années, là, il y en a qui se le faisaient dire, mais moi, non. C'était plus d'une barrière personnelle. Heureusement. Tu sais, ça reste que la socialisation des femmes, c'est ça, c'est de prendre soin. Tu sais, en allant en politique, sûrement que tu sentais que tu mettais de côté ta famille puis que tu n'accordais pas autant de temps, tu sais, que tu devrais, parce que c'est comme ça en société, tu sais. Bien, tout à fait. On appelle la charge mentale. Hein? Puis on est encore là dans la charge mentale aujourd'hui. Là. Moi, je vois aller mes enfants, mes filles, mon garçon. Il y a plus un partage maintenant des tâches. Les hommes veulent s'impliquer, mais encore faut-il, nous, les femmes, leur faire de la place. Donc, la ligne, des fois, est difficile à traverser. Puis, tu sais, quand on dit justement, là, nous, les femmes, de faire de la place, c'est beaucoup, là, justement, vu tout ce qui est véhiculé dans la société, que justement, la charge mentale que la maman, tu sais, si tu t'occupes pas de tes enfants, ben, tu sais, c'est un peu égoïste, là, tu sais, de ce qu'on entend, mais finalement, c'est pas le cas, là. Maintenant, tu sais, vu que tu as déjà parlé que tu étais maman, on avait remarqué, justement, on sait que le système politique de base a été fait par et pour des hommes, tu sais, à l'origine, là, donc... Puis, un peu comme tu disais, là, sachant qu'en 2010, par exemple, on a ciblé là, qu'en 2010, là, les femmes consacraient environ 5,4 heures par jour là, à tout ce qui avait des tâches familiales au domicile, ses enfants, alors que les hommes assumaient environ là, 4,2 heures par semaine pour ces tâches-là. Donc, sachant ça, est-ce que toi, tu as déjà remarqué des enjeux là, au niveau de la conciliation travail, famille, politique? Au niveau du travail politique? Oui. Ben, comme je disais tout à l'heure, c'est encore la femme qui a la charge mentale. Mais moi, j'ai des collègues qui ont des jeunes enfants, là. Puis les papas, ils embarquent là, dans l'aventure. Puis
Mais je pense que on va de plus en plus vers le partage des tâches, mais c'est encore difficile. Puis, oui, l'horaire politique est fait en sorte que quand tu habites tout près de Québec, c'est plus simple parce que tu peux dormir à la maison, tu peux voir tes enfants, tu peux... mais quand on est comme nous, au Lac-Saint-Jean, on part le lundi soir et on revient le jeudi soir. Là. Puis la fin de semaine, on a des activités. Donc, moi, j'ai des petits-enfants. Okay. J'ai 2 petits-enfants. Et souvent, la fin de semaine, je vais faire des activités où je peux les apporter avec moi pour pouvoir les voir parce que, effectivement, la vie politique a un roulement... c'est pas une vie... je dis normale. Atypique un peu. Ouais, c'est rigide comme horaire. Il n'y a pas de place à la flexibilité, là, que ce soit pour un papa ou une maman. Oui. Avoir des enfants en politique, ça reste que la personne qui prend en place est un horaire très rigide. Là. Oui, tout à fait. J'ai des collègues masculins qui ont des très jeunes enfants, puis pour eux, là, c'est important de finir pour s'en retourner à la maison, pour aider leurs conjointes, pour être avec leurs enfants aussi. Là. On l'entend de plus en plus, ça. Puis, à chaque session qu'on a eue, il y a eu des petits gains qu'on a fait au niveau conciliation travail-famille. Et souvent, ça se travaille transpartisan. Parce que c'est tout le monde. Hein. C'est les 125 députés qui ont vu une qualité de vie. Puis, donc, avant le jeudi, on finissait à 6h30. Maintenant, on finit à 4h30. Donc, ça permet... à des... Tu sais, comme moi, là, quand je terminais à 6h30, je n'étais pas partie de Québec avant 7h. Donc, j'arrivais, traversais le parc, j'arrivais chez nous, il était 10h. Ça nous fait finir à des heures plus raisonnables. Ça nous fait arriver à des heures plus raisonnables aussi. On a maintenant une garderie à l'Assemblée nationale. Donc, on fait des petits gains dans la conciliation travail-famille à chaque année, je dirais. Heureusement, vraiment. C'est ça l'important, c'est des petites réussites qui font qu'un jour, on va atteindre quelque chose d'adéquat puis de plus équitable. Là. Oui, puis ça, on le fait. Oui, les papas sont contents, mais ça, on le fait parce qu'on a des femmes et on a des jeunes femmes qui sont en politique. Marois Risky, quand elle a eu son petit Gabriel, son premier, les salles d'allaitement, il n'y en avait pas. Donc, maintenant, on a des endroits où on peut... il y a des salles d'allaitement sur chaque étage. C'est parce qu'on a des jeunes femmes en politique qu'on avance. Parce qu'on doit s'adapter à la réalité qu'ils ont. Il faut être confronté aux problèmes pour avoir des solutions aussi. C'est sûr que s'il n'y en a pas de femmes qui ont des besoins pour allaiter leurs enfants, il n'y en aura pas de salle d'allaitement. Bien, tout à fait. Mais on me disait qu'il y a plusieurs années de ça, des fois, ça siégeait jusqu'à minuit. Le jeudi, ça finissait minuit, 1h du matin. Bien, maintenant, on n'est plus là-dedans. Là. Les familles n'acceptent plus ça, autant hommes que femmes. Puis il y a une belle ouverture aussi de ce qu'on entend, là, justement, au niveau de la politique, là, au Parlement, pour ces changements-là, puis pour les futurs changements qui vont venir. Là. C'est un peu notre prochaine question. Oui, mais je dirais qu'il y a encore beaucoup de place parce que j'ai une collègue, ma collègue de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Karianne, qui est enceinte et elle va avoir un petit bébé tout prochainement. Puis il n'y a pas de congé maternité là, à l'Assemblée nationale. Et la commissaire à l'éthique, on doit être aux périodes de questions. Donc, il y a une période de tolérance, mais elle ne pourra pas prendre 4, 5, 6 mois de congé maternité. Là. Okay. Donc, il y a encore beaucoup de place à faire des améliorations au niveau de la place des femmes puis de la place des familles, parce que moi, je vois ça comme la place des familles. Absolument. Aussi. Ça reste qu'emmener un bébé naissant à l'Assemblée nationale, ça ne doit pas être si facile que ça. Là. Tu ne te sens pas compétente à 100% non plus. Tu dois prendre soin de ton enfant. Là. Fait que, à quel point tu es à 100% disponible à l'emploi. Bien, il y a plein de questionnements à avoir là, à ce niveau-là Vraiment. aussi. C'est un petit peu notre prochaine question, comme disait Marianne. Là. Sentez-vous une ouverture au changement vis-à-vis le travail-famille, mais là, vous venez de... Bien oui, il y a une ouverture au changement, mais il faut la provoquer, cette ouverture-là. Parce que si on s'accommode de ce qui est là, bien, on va rester avec ce qui est là. Donc, il faut provoquer ce changement-là, puis un coup que c'est fait, là, oui, il y a une ouverture. OK.
Parfait. Nos institutions doivent avoir des ouvertures. On parle de l'Assemblée nationale, mais il y a plein d'autres institutions qui doivent avoir des ouvertures là, pour aider les mères, aider les pères, aider les familles à créer des noyaux équilibrés, je dirais. Depuis ton arrivée en politique, sens-tu un changement par rapport à la compétence des femmes? Le poids qu'elles ont dans leurs décisions ou... tu disais qu'au début, tu voyais pas vraiment la différence puis que tu étais acceptée. Tu n'as jamais eu de frein quant au fait d'être une femme. Mais est-ce que tu l'as déjà remarqué ou as-tu déjà entendu de tes collègues ou de tes pairs dire un discours comme ça? Non. Non? Non, j'ai jamais senti que... Des fois, on va le dire. C'est bien, ça passe parce que c'est un homme, certaines femmes, ça passerait pas. Encore aujourd'hui, on entend ce commentaire-là. Ça devrait pas arriver. Puis c'est pour ça que je dis qu'il y a encore de la place à l'amélioration. On l'entend encore, mais moi, je l'ai pas senti, là. J'ai pas... mais peut-être que dans des postes plus hauts de direction. Mais en même temps, je vous dirais que moi, je veux pas être à un poste comme ça parce que je suis une femme. Je veux pas me faire dire, on sait bien, elle est là parce que c'est une femme qui voulait. Fait que c'est dangereux aussi, là, à quelque part. Donc, à compétence égale, oui. Mais je veux jamais me faire dire que tu es là parce que tu es une femme. Parce qu'il manquait quelqu'un, puis il manquait une femme, Oui, c'est ça. C'est ça. On demande la parité, fait qu'on va aller chercher des femmes. Oui, mais non. Exact. Donc... que tu es là parce que tu avais les compétences d'être là, puis... Oui, j'avais quelque chose à apporter. On a Mm-hmm. des choses différentes à apporter. Puis, tout à fait. Mm-hmm. Sinon, tu disais un peu tantôt que, justement, tu te considères en tant que féministe, là, associée à la cause. Pour toi, ça pourrait être quoi, là, autant en politique que même dans la vie en général, un petit peu là, des petites actions au quotidien pour comme s'allier à la cause, au mouvement féministe? Je ne sais pas si ma question est claire. Est-ce que vous... En fait, c'est des petits gestes souvent au quotidien qu'on fait. C'est de la manière dont on peut parler aussi. Puis je vais vous conter une anecdote. J'ai fait un panel sur la condition féminine. Puis il y avait Louise Arel, Pauline Marois. Bon, il y avait plusieurs femmes. Puis Madame Louise Arel dit, on a beaucoup de travail à faire. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis allée dans la classe de ma petite fille. Puis là, je leur ai fait une simulation d'Assemblée nationale et j'ai dit, qui veut être le président? Ben, elle dit, il y a juste des petits garçons qui ont levé la main. Mais dans le vocal qu'elle a eu, c'est pas qui veut être la présidente ou le président. Exact. C'est ça. Donc, tu sais, l'écriture épicène, hein, on en parle beaucoup, là, de l'analyse différenciée selon les sexes. Là, mais j'espère que c'est pas juste une mode, parce que c'est de la manière qu'on s'exprime. C'est de la manière qu'on s'exprime, je dirais, c'est là où on veut aller. Donc, quand je lui avais fait remarquer ça, j'ai dit, oui, mais Mme Arel, vous avez dit... Oh, elle dit, c'est vrai, hein? Mais on n'a pas conscience. Donc, on doit aussi changer notre subconscient à chaque jour. C'est de la manière qu'on parle à nos enfants, à nos garçons aussi. De la manière qu'on parle à nos filles, à nos jeunes, à nos moins jeunes. On parle beaucoup, les filles, mais les garçons aussi, il faut les sensibiliser à l'équité, il faut les sensibiliser à l'importance de le partage des tâches, mais aussi la reconnaissance. Puis vous devez en voir là, à la maison Halte Secours, des femmes qui sont rabrouées, qui n'ont pas confiance en elles parce que l'environnement n'est pas sécurisant, n'est pas rassurant. Donc, on doit créer ces environnements-là qui sont sécurisants puis qui sont, je dirais, dans la collaboration. Puis c'est un peu, tu sais, quand on parle de féministes, ce n'est pas seulement que des femmes, ce n'est pas, tu sais, puis c'est un peu ce qu'on va voir là, dans un prochain épisode, que, tu sais, les hommes peuvent vraiment être alliés à ce mouvement-là, puis c'est ce qu'on veut aussi, c'est ce qu'on souhaite, là, puis c'est ce qui mènerait vers des beaux changements, vraiment. Mais tout à fait, puis si je regarde, il y a plusieurs années, quand j'avais été présidente de la table de concertation
de santé des hommes dans le domaine du roi, des fois, c'est je vous dirais que c'est l'endroit où je me suis sentie un petit peu... Imposteur. Ouais. Puis j'arrivais sur des tables, puis pourquoi c'est une femme qui est présidente, puis pourquoi... c'est quoi ça, la table de santé des hommes, tu sais? On a besoin d'aider les femmes, là, les hommes. Il y a un gros travail qui a été fait maintenant, puis il y a peut-être une dizaine d'années, là, c'est il n'y a pas si longtemps, là. Mais il y a un gros travail qui a été fait à ce niveau-là, pour que, exemple, dans la violence conjugale, oui, il faut aider les femmes, il faut leur donner un toit, il faut les sortir de ce milieu-là. Mais si on n'aide pas l'agresseur, jamais on va sortir de ce cycle-là. Donc, il y a un travail encore là de collaboration que j'entends plus maintenant et que je vois plus maintenant. Mais si on recule de quelques années, c'était très difficile, là. Les collaborations entre organismes hommes et femmes, puis même sur les trottoirs en ville, là. Puis, tu sais, on pourrait pas faire notre travail, nous, en sachant qu'il n'y a pas d'aide pour les hommes. Tu sais, on le ferait dans le vide, là. Tu sais, on aurait vraiment l'impression de pelleter des nuages, là. Tu sais, nous, on sécurise la femme, on la met en sécurité. Tu sais, on l'outille aussi pour repartir. Mais ça reste que si l'homme, il utilise les mêmes comportements, ça reste que il va retourner avec cette femme-là, il va en prendre une autre, puis ça va être le même travail qui va se faire, là, tu sais, de son côté. Fait que, tu sais, on tient aussi beaucoup à, tu sais, la ressource pour Homme Optimum, là, qui est ici à Dolbeau-Mistassini. Tu sais, si eux n'existaient pas, notre travail n'aurait pas lieu d'être non plus, tu sais. Parce que c'est impossible de se dire que ces personnes-là, ils n'auront pas d'aide, là. Puis on perpétue un modèle dans les familles aussi, là. Quand les enfants ont vu ce modèle-là, ils ne connaissent pas autre chose. Exact. Donc, il faut détricoter ça pour faire quelque chose d'acceptable, de correct. Donc, il faut détricoter ça pour faire quelque chose de correct, de non-violence, d'apprendre à discuter dans la non-violence. Puis, c'est des petits gestes au quotidien qu'on montre à nos enfants aussi. Absolument. Considérant le fait là, que le droit de l'avortement est fragile, voire inexistant aux États-Unis en ce moment, et qu'au fédéral, dans le Parti conservateur, les discussions sont ouvertes, crois-tu que le Québec pourrait avoir des conséquences de cette décision-là? Tu sais, exemple, si au fédéral, on change de parti, puis on a entendu qu'il y avait des pourparlers là, sur le droit à l'avortement dans le Canada plus large. On se demandait si nous, ça pouvait être impacté, notre droit à l'avortement. Selon toi, mettons. Oui, c'est ça. J'espère fortement que non, parce que c'est un droit qui est fondamental pour nous, les femmes. Si je le compare un peu à l'aide médicale à mourir, on voit les demandes d'aide médicale à mourir anticipées seront pour nous au 30 octobre prochain valides, mais dans l'ensemble du Canada, elles ne seront pas valides. OK. Donc, j'espère que si jamais, et puis j'espère que ça n'arrivera pas au provincial non plus, là, au fédéral ni du côté des États-Unis, mais c'est un droit que toutes les femmes devraient avoir, là, partout là, dans le monde. Puis, non, moi, je peux pas croire qu'on va... qu'on retournerait en arrière. C'est inadmissible, là. Puis, et ce n'est pas la volonté non plus, là. C'est notre droit, puis on va conserver ce droit-là. Parfait. Mais c'est rassurant d'entendre ça parce que c'est sûr que c'est inquiétant, là. T'sais, on a vu qu'au Nouveau-Brunswick, il y a des cliniques d'avortement qui ont fermé. C'est dû à la pression que les médecins y avaient eue, là, au droit à l'avortement, justement, là. Fait que, ça reste que... On reste au Canada, là. Fait qu'on se dit... On est aussi une province du Canada. Fait que, c'est inquiétant quand même, en tant que femme, de se dire que tu n'auras plus le choix. T'sais, je comprends que c'est pas un moyen de contraception. Puis, je veux dire, c'est une partie minime des femmes aussi qui voient ça comme ça. Mais ça reste que c'est toujours le fun de savoir que c'est un droit acquis, puis ça, on peut pas déroger de ça. Mais c'est pour ça que le féminisme est encore important aujourd'hui. Parce que tous les batailles qu'on a gagnées, là, il y en a qui sont fragiles. Puis on se pose la question, tu dis c'est un droit acquis. Moi, je pense qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Il faut continuer à se battre. Il faut continuer à revendiquer ces droits-là. Puis, comme ils sont fragiles, ben il faut
faut être alerte là, sur ce qui se passe autour. Puis moi, je pense que c'est non conditionnel. On ne doit pas toucher à ça. Par contre, on doit regarder ce qui se passe ailleurs. Puis si on voit qu'il y a quelque chose, réagir rapidement. Mais je pense que, non, pour moi, là, ça ne fait pas de sens de revenir en arrière là-dessus. C'est rassurant. Mais c'est beau d'entendre ça, vraiment. Là, c'est super rassurant. Admettons qu'on retourne un peu au début. Là. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, à une jeune femme, une jeune fille qui aurait comme objectif vraiment là, d'occuper, exemple, le même, ben pas le même poste, hein, parce que je veux pas qu'elle vole ton poste non plus, mais qui a un petit peu le même là, objectif de se rendre en politique un peu comme toi? Ben, je dirais à ces jeunes-là de foncer. De foncer, puis c'est pas parce que tu es une femme, c'est pour tes compétences, c'est pour quitter. Si tu as le goût d'y aller, casse-toi pas la tête, je suis une femme, non. Moi, je pense qu'on met des choses en place, puis il faut foncer, puis il faut y aller. Là. On a besoin des femmes, on a besoin des jeunes femmes en politique. Donc, moi, je trouve, il y a des beaux programmes de mentorat. OK. Organisme communautaire, Récif 02. Moi, je l'avais fait, le programme de mentorat, quand je m'étais présentée comme conseillère municipale. Quelqu'un qui a le goût de s'impliquer en politique, je dirais, va voir dans des organismes comme ça, puis parle à des gens. Moi, je suis ouverte là, à m'asseoir avec des jeunes puis à discuter qu'est-ce que ça prend, j'aimerais-tu ça, j'aurais-tu... bon, il faut foncer. Parce qu'on associe souvent, là, justement, les caractéristiques pour être en politique là, à l'affirmation de soi, à la prise de parole en public, la compétition, qui sont des qualités là, qui sont démontrées par les recherches comme des attributs qui sont vraiment le plus souvent... Éduquer à des garçons. Oui, éduquer à des garçons dès le jeune âge. Là. Donc, tu sais, toi, qu'est-ce que tu penses un peu là, de cette pensée-là? Tu sais? Bien, je pense qu'on a beaucoup de jeunes filles maintenant qui ont tous ces qualificatifs-là. Puis je te dirais que des fois, c'est possible de combler ailleurs. Tu sais, exemple, la prise de parole en public. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai pas de la facilité là-dedans. Puis à chaque fois que je prends la parole en public, j'ai encore toujours... disons que c'est pas là où j'excelle. Admettons, les exposés oraux à l'école, là, ça t'angoissait. Ça. Non, OK. moi, j'haïssais ça. Je dormais pas 2 semaines. Je faisais tout pour pas les faire. Là, je peux plus me sauver là, quand on me pitche un micro en dessous du nez. Mais non. Puis encore aujourd'hui, après 6 ans, c'est difficile. Puis c'est confrontant pour moi. Moi, j'aime ça être en relation comme on est là, un petit groupe restreint, on jase. Mais la prise de parole, c'est possible. Il y a des formations, il y a plein de choses. Faut pas dire parce que ce point-là, non, je suis pas certaine, puis c'est pas moi. Faut pas s'empêcher, là. Parce qu'il y a des mesures qu'on peut mettre en place. Il y a des choses qu'on peut faire. Donc, tu sais, la combativité, peut-être que tu dis... « ben moi, je suis pas très... mais vas-y en politique, tu vas voir, tu vas venir combatif. » C'est ça. C'est cool. Tu sais, puis là, on parle de la politique, mais plein d'autres domaines aussi, là, où on dit « Ah, je suis pas sûre. Va essayer, va voir. Jase avec les gens qui font ce métier-là. Puis des barrières, c'est nous qui mettons nos propres barrières. Des barrières, il n'y en a pas tant que ça. Donc, tu sais, le même, là, tu nommes qu'encore aujourd'hui, tu sais, t'en vis encore des enjeux, là, certainement. Tu sais, on en vit. Mais que tu ressens quand même cette aide-là, cet accompagnement-là, là, dans ton. Ben, non seulement dans ton équipe, mais tu sais, au niveau de la politique en général, là. Oui, il y a des. Tu sais, il y a des formations qui sont en place. Il y a. Mais à quelque part, je ne veux pas me dénaturer. Ouais, je veux rester proche de mes valeurs, authentique, comme tu le dis si bien. Proche de mes valeurs, je suis qui. Tu sais. Je veux pas qu'elle change, moi, Nancy Guillemette. Je veux qu'elle reste la même. Puis, c'est possible de mettre notre couleur dans cette organisation-là qui est des fois... des fois, je dirais que ça joue du coude fort. Mais c'est possible de rester soi-même.
C'est important de rester nous-mêmes. Puis c'est beau aussi. d'entendre ça aussi, de savoir que, tu sais, un parti ne fait pas... Ce n'est pas seulement ce que t'es, là, tu sais. Ça reste que Non. tu peux apporter tes couleurs, puis c'est beau d'entendre ça. Ça C'est transparaît même dans tous les messages que tu fais, là, de... Mais moi, puis ça, je l'ai dit depuis le début, puis je le redis encore, je suis pas la porte-parole de mon parti chez nous. Je suis la porte-parole des gens de chez nous à mon parti. Puis des fois, ben, tu sais, il faut faire des choix. Mais je vais toujours me lever le matin pour aller défendre les idées des gens de chez nous. Tu sais, je le dis aux gens, je me promène là, dans le comté. On vient de finir l'été, on s'est promené, on a vu plein de monde. Puis je leur dis, c'est vous autres qui êtes mon boss. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut que j'aille défendre là-bas? C'est pas le contraire. Là. Fait que moi, je suis partie en politique avec cette idée-là. Puis 6 ans après, je veux que ce soit encore ça. Je suis vraiment restée accrochée là, au programme de mentorat un petit peu là, que tu as mentionné tout à l'heure. Pas parce que j'ai envie de me lancer en politique gang, je vous rassure, mais pour toutes celles là, qui aimeraient vraiment là, aller dans ce domaine-là. Donc, est-ce que tu peux un petit peu élaborer à ce sujet-là? En fait, c'est un organisme régional qui s'appelle Récif 02. Ils sont basés à Alma, mais ils couvrent tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, ils donnent des formations. Puis là, ils doivent être en train de se préparer parce qu'il y a des élections municipales qui s'en viennent. Donc, je suis certaine que dans les prochains mois, vous allez voir passer là, des publicités. Puis pas nécessairement pour celles qui disent hey, « oui, moi, je veux y aller ». Tu as un doute, tu es curieuse de savoir c'est quoi. Tu as de l'intérêt. Oui. Moi, je dirais d'aller aux rencontres, aller voir qu'est-ce que c'est. Puis après ça, ça nous aide à prendre la décision. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que... C'est un très bel organisme pour faire avancer Exact. les femmes, la cause des femmes, puis en avoir plus dans nos institutions. C'est ce qui terminera notre épisode aujourd'hui. On va vraiment prendre le temps de te remercier vraiment, Nancy, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On est vraiment reconnaissante. Vraiment. Quand on a lancé l'invitation, au départ, vraiment, on n'avait pas... On était certaine que tu n'allais pas dire oui. Ouais. On s'est dit, on va y demander. Puis le pire, on va avoir un nom. Ouais, puis on s'est dit, elle doit vraiment avoir de la job. T'sais, peut-être qu'en ce moment... Il y a eu zéro hésitation là, dans la réception du message. Là. C'était oui, envoyez-moi les détails. Fait que c'est le fun de voir aussi que tu es accessible. Ouais. Ben oui, puis c'est important. C'est important pour nos jeunes filles, pour nos jeunes hommes, mais c'est important aussi de demeurer accessible. C'est ça mon travail, d'être en contact avec les gens, de connaître les priorités, les préoccupations. Donc, c'est sûr que moi, je refuserai jamais, je me défilerai jamais, surtout pour un sujet qui est encore et toujours d'actualité. Totalement. Ben merci beaucoup. Puis... Merci. Merci à vous deux. On remercie tout le monde d'être à l'écoute aujourd'hui, puis on se revoit pour un autre épisode. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.